L'info pratique en deux thématiques, c'est InfoTwix. On te résume 2 semaines de politique française et d'actu internationale en 10 minutes et c'est parti! On commence cette deuxième édition de septembre par la politique française que l'on traitera en deux parties. La première traitera de la présidentielle 2022, tandis que la seconde de faits politiques légers. Depuis plusieurs semaines, la politique française a été prise d'assaut par les élections présidentielles. De nombreux prétendants ont déjà exprimé leurs premières mesures en cas de victoire. Quoi qu'il en soit, il faudra réunir 500 signatures d'élus nationaux ou régionaux provenant de 30 départements différents pour espérer en 2022 exercer la fonction suprême. Voici pour le moment les principaux candidats à la présidentielle 2022 classés selon leur position sur l'échiquier politique français. À gauche, on retrouve Fabien Roussel, membre du Parti communiste français, Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste, Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. Chez les écologistes, on retrouve Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, puis Anne Hidalgo du Parti socialiste. Au centre se trouve Emmanuel Macron, même si sa candidature n'a pas encore été officialisée. À droite, on retrouve les Républicains qui doivent encore s'entendre pour choisir un représentant, Marine Le Pen pour une troisième candidature membre du Rassemblement National, et Éric Zemmour, polémiste, qui entretient le doute sur une possible candidature. Entrons dans le vif du sujet en évoquant la primaire écologiste qui s'est déroulée il y a de ça une semaine. Effectivement, 2 candidats se sont affrontés lors de cette primaire. D'un côté, Sandrine Rousseau qui se veut radicale et de l'autre, Yannick Jadot qui prône une écologie de gouvernement. D'après Le Monde et Le Figaro, les résultats des votes étaient imprévisibles car il était difficile de prévoir pour quel candidat allaient pencher les électeurs de Delphine Batho et Éric Piolle qui lors du premier tour avait plus de 20% de vote. Le dépouillement a finalement révélé que Yannick Jadot était le vainqueur avec 51,03% des voix. Cette victoire a été obtenue grâce au soutien de plusieurs grandes figures de l'écologie telles que Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Si le candidat des écologistes est déjà déterminé, qu'en est-il du Parti des Républicains ? Les Républicains n'ont toujours pas de candidat officiel à la présidentielle 2022. Tandis que les interrogations planent, les militants ont tout de même dû choisir un processus afin d'élire le futur représentant du parti. Le samedi 25 septembre, face aux adhérents, il y a donc 2 options. La primaire ouverte ou le congrès. Une procédure fermée où seuls les militants pourront voter le 4 décembre. Le Monde a relayé que 58% des militants seraient favorables au congrès. Pour l'instant, d'après le Figaro, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Éric Ciotti et Philippe Juvin ont la volonté de se présenter et devront donc recueillir au moins 250 parrainages d'élus soutenus par LR. La compétition interne est donc lancée entre les candidats. Ils multiplieront ainsi les déplacements auprès des militants LR afin d'obtenir leur soutien. On continue notre virée à droite avec cette fois-ci une figure bien définie et ce depuis plusieurs années. Marine Le Pen devait débuter sa campagne à la rencontre des Français. Tout cela loin de la frénésie médiatique. C'est ce qu'énonçait un article du Monde paru le 29 septembre. En effet, la candidate était passée à l'offensive en multipliant les dates de meetings. Pourtant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Un concurrent féroce a troublé la tournure de sa campagne. Sa potentielle candidature a généré une dynamique politique et médiatique qui chamboule tout, alors qu'elle avait entamé une stratégie de normalisation depuis 2017. Selon un sondage Harris Interactive publié le 27 septembre, Zemmour récolte 13% d'intention de vote au premier tour, alors que Marine Le Pen détient seulement 3 points de plus, soit 16%. La candidate a donc dû agir. La menace de Zemmour a conduit Marine Le Pen à remettre les projecteurs sur les fondamentaux du RN, soit l'immigration. D'après Le Monde, elle a donc détaillé son projet de référendum le 28 septembre à Paris devant la presse. Les mesures qu'elle a préconisées étaient l'expulsion des étrangers délinquants, la fin du regroupement familial, mais également la préférence nationale en matière de logement, d'emploi ou d'aide sociale. Durant sa présentation, elle a implicitement attaqué Éric Zemmour en appelant à se méfier des faux prophètes qui regardent vers le ciel, je ne sais quel nettoyeur, haute pression. Il reste maintenant à voir si les efforts de Marine Le Pen pour se démarquer et regagner le cœur des électeurs suffiront pour se hisser dans le classement. Si l'on parle d'extrême droite, comment ne pas évoquer l'homme qui monopolise l'intérêt des médias depuis plusieurs semaines ? C'est bien de Éric Zemmour dont nous allons parler, car en 2 semaines, de l'encre a coulé. Mais d'abord, recontextualisons brièvement pour ceux qui ne le connaissent pas. Journaliste politique, écrivain, chroniqueur et polémiste français, Éric Zemmour, généralement classé d'extrême droite, laisse planer le doute sur une potentielle candidature à la présidentielle. Mais prise de plus en plus au sérieux, sa candidature clive les Français et ne cesse de faire débat. Justement, la question du débat a été posée par le journal Libération le jeudi 23 septembre, le jour même où Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour allaient s'affronter sur BFM TV dans un débat vendu comme un combat de catch. Ce soir
soir-là, chacun avait ses objectifs. Le président de la France Insoumise était venu pour faire barrage aux représentants d'extrême droite qu'il traite dès les premières minutes comme un danger et un raciste. Zemmour, quant à lui, était venu pour montrer aux Français que oui, on pouvait débattre avec lui et qu'il pouvait traiter d'autres thématiques que celles dont il a l'habitude. Il s'en va un débat de plus de 2 heures entre les deux hommes où l'on peut difficilement en sortir un vainqueur. Cependant, d'après Victor Ferry, spécialiste en rhétorique politique interrogé par le Figaro, Zemmour aurait gagné sur le plan dialectique en gardant son adversaire sur ses sujets de prédilection tels que l'immigration ou encore l'identité française, tandis que Jean-Luc Mélenchon aurait gagné des points avec sa rhétorique grâce aux conclusions qu'il a exprimées transmettant des messages d'espoir plus rassurants pour ses futurs électeurs. Terminons en beauté notre première thématique avec un peu de légèreté. Nous débuterons les faits d'actualité par la une de l'hebdomadaire Paris Match du 23 septembre 2021. Libération nous dévoile sa couverture. Éric Zemmour se baignant avec sa conseillère Sarah Knafo le 18 septembre à la Seine-sur-Mer. Pour le journal, il s'agirait d'une photo buzz, avec l'accord de Zemmour ou non, qui humaniserait son image. Une question a donc agité les esprits. S'agit-il d'une photo volée ou bien d'un accord entre Paris Match et Zemmour? Les avis divergent. Zemmour a porté plainte contre Paris Match, d'après le Figaro. Une autre figure des présidentielles 2022 a fait parler d'elle. Hidalgo, qui s'est portée candidate, serait favorable à la baisse de la vitesse sur les autoroutes. Elle a justifié cette possible mesure en utilisant des arguments quelque peu simplets comme vitesse égale accident ou encore 130 km/h, c'est beaucoup. La troisième et dernière actualité concerne le président Macron, dont le pass sanitaire a été diffusé. D'après le Figaro, les suspects ont été identifiés. Il s'agirait de soignants qui auraient relayé le QR code du pass sanitaire du président sur les réseaux sociaux. Une procédure de saisine des ordres professionnels est en cours d'après Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Continuons avec notre deuxième thématique, l'actualité internationale. Pour cette fin de mois de septembre, on vous propose 6 sujets. Les sous-marins français, la situation de la femme en Afghanistan, la vague migratoire aux États-Unis, la loi anti-avortement au Texas et enfin le mariage pour tous en Suisse. Vous n'avez sûrement pas échappé à l'information suivante, la rupture d'un contrat entre la France et l'Australie. Un contrat de taille, un contrat de plusieurs milliards d'euros, et plus précisément 55 milliards d'euros. Ce contrat portait sur l'achat de 12 sous-marins français à propulsion conventionnelle, mais l'Australie, sans avertissement nous indique Libération, a décidé de se lier aux États-Unis et au Royaume-Uni en signant le pacte stratégique AUKUS. En effet, l'Australie a annoncé l'acquisition d'au moins 8 sous-marins à propulsion nucléaire, américains ou britanniques, après des mois de négociations secrètes. Cette annonce a eu l'effet d'une bombe. 2 pays ont trahi la France. En rétorsion, la France a rappelé ses ambassadeurs à Washington et à Canberra. Suite à cela, Libération nous fait part d'une tentative d'apaisement entre les États-Unis et la France, ayant lieu grâce à un appel téléphonique entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Mais Scott Morrison, le Premier ministre australien, n'avait pas encore eu d'entretien avec le président français, montrant ainsi la rancœur face à cette trahison. Le dernier pays à avoir trahi la France, le Royaume-Uni, a quant à lui tenté de rétablir une coopération. Le retour de l'ambassadeur français à Washington est tout de même prévu, mais aucune date n'a été donnée pour Canberra. Changement radical de sujet, cette fois-ci géopolitique. On vous détaille les dernières nouvelles de l'Afghanistan. La situation de l'Afghanistan ne s'améliore toujours pas. Les talibans ont finalisé leur gouvernement et sans vraiment beaucoup de surprise, aucune femme n'en fait partie. Le 7 septembre, les talibans ont annoncé une partie de leur gouvernement, composée de responsables historiques du mouvement. Pour compléter sa formation, plusieurs ministres ont été nommés le mardi 21 septembre et d'après le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, aucune femme ni ministère des femmes n'est présent alors qu'ils avaient promis d'être inclusifs. Libération précise que dès vendredi, le ministère des Affaires féminines avait été remplacé par celui de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. De plus, les manifestations pour les droits des femmes ont été réprimées par les talibans, alertant Amnesty International et d'autres organisations. Une autre annonce du porte-parole aurait pu s'apparenter à une bonne nouvelle, le possible retour à l'école des Afghanes. Néanmoins, ce retour semble incertain et lointain, puisque le droit des femmes afghanes a largement été piétiné. Le nouveau régime a appelé les garçons à retourner à l'école samedi dernier, à contrario des filles qui n'y sont pas allées depuis la mi-août. La situation actuelle fait écho au régime des années 90 où les femmes avaient pour interdiction d'étudier. Continuons avec un événement qui a fait très peu de bruit, mais qui a touché de nombreux Américains. Le 9 septembre dernier, des milliers de migrants sont arrivés dans la ville mexicaine frontalière du Texas Ciudadacu. Cette vague migratoire était principalement composée d'Haïtiens qui, d'après Le Monde, fuyaient la pauvreté et l'instabilité de leur pays. Le ministre américain de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a affirmé que 30 000 d'entre eux campaient sous la chaleur et l'insalubrité à
après avoir traversé Rio Grande. Mais la gestion de cette vague migratoire par l'administration Biden a largement été critiquée, et encore plus les agents de police à cheval qui ont repoussé l'afflux de personnes aux frontières alors qu'ils traversaient le fleuve. Le 24 septembre, les derniers migrants ont quitté leur campement selon le gouvernement américain. Les chiffres relayés par le Figaro et énoncés par Alejandro Mayorkas sont 2000 personnes ont été expulsées par avion vers Haïti, 8000 sont retournées volontairement au Mexique, 5000 ont été transférés dans des centres d'hébergement et 12 400 ont quitté le site et devront se présenter à un juge de l'immigration pour défendre leur demande d'asile. Restons au Texas pour cette fois-ci parler d'un sujet qui fait du bruit. Le quotidien Libération nous avertit que le 1er septembre au Texas, une loi rétrograde visant le droit des femmes a été votée. La loi du battement du cœur interdit la possibilité d'avorter dès les premières pulsations de l'embryon, qui sont détectables au bout de 6 semaines de grossesse. Cependant, seulement 15% des femmes avortent avant ce délai, car il est difficile de s'apercevoir de la grossesse. La loi pénalise donc toutes les Texanes, et encore plus aberrant, rend plus délicat l'avortement en cas d'inceste ou de viol. Pour couronner le tout, le Texas offre une prime d'au moins $10 000 à tout citoyen dénonçant les femmes souhaitant avorter. C'est ce que déclare un article du Parisien datant du 21 septembre. Cela a eu pour conséquence des vagues de contestation dans tout le pays. Et pour finir, un sujet qui fait plaisir. D'après un article du Figaro paru le 26 septembre, un référendum sur le mariage pour tous a eu lieu ce même jour en Suisse. Les premiers résultats montrent que 64% du peuple y est favorable et que le oui l'emporte dans tous les cantons du pays, même au sein des plus conservateurs. La porte-parole du comité du oui a énoncé: aujourd'hui, c'est le reflet du changement de mentalité qu'il y a eu ces 20 dernières années. Cette deuxième édition de septembre s'achève enfin avec une touche de positivité. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau InfoTwix. On espère quand même que vous retiendrez quelque chose de ces 10 minutes. D'ici là, bonne semaine et à bientôt!